Mandelbrot reporte les signaux sonores sur un diagramme et à sa grande surprise, remarque que quelle que soit l'échelle de temps observée, le graphe est identique. Un jour, une heure, une seconde, peu importe, le schéma est le même. Un modèle d'autosimilarité. Mandelbrot n'en revient pas. Ce schéma étonnant lui rappelle une énigme mathématique qui l'intrigue depuis sa jeunesse. Le cas des omnis, les objets mathématiques non identifiés. Tout a commencé à la fin du 19e siècle. Les mathématiciens avaient établi la définition formelle d'une courbe. Certaines figures répondaient à la description donnée, mais étaient trop étranges pour pouvoir être tracées. On les considérait comme des monstruosités. Ce n'étaient ni des lignes, ni des cercles. C'étaient des figures vraiment à part. Le mathématicien allemand Georg Cantor crée le premier omni en 1883. Il est parti d'une droite, il l'a divisée en 3 segments et il a supprimé le tiers médian. Donc il ne reste que les 2 extrémités. De ces 2 segments, il a supprimé le tiers médian et ainsi de suite. On aurait tendance à penser, à force à la fin, il ne restera plus rien. Eh bien, c'est faux. Il ne reste pas seulement un point, ni même 2 points. Il en reste une infinité. On a beau zoomer sur cet ensemble de Cantor, le motif est invariant, exactement comme le schéma du signal sonore relevé par Mandelbrot chez IBM. Une autre figure étrange a été mise en évidence par un pour suédois, Helge von Koch. Von Koch a dit « On part d'un triangle équilatéral, l'une des figures classiques de la géométrie euclidienne, et sur chaque côté, On remplace un tiers du segment par 2 sous-segments de même longueur. Et sur chacun des nouveaux côtés obtenus, on fait de même. et ainsi de suite. La forme reste la même, mais avec des triangles en plus. Plus je fractionne la ligne et plus sa longueur augmente. Chaque itération vient ajouter un nouveau triangle. Imaginez que vous répétez ce processus une infinité de fois. On obtient alors une figure dont la longueur est infinie. Cette figure, que l'on appelle le flocon de Koch, est un paradoxe. D'apparence, elle semble tout à fait finie, mais mathématiquement, elle est infinie et ne peut donc pas être mesurée. À l'époque, les scientifiques ont qualifié cette courbe de pathologique parce qu'elle n'avait pas de sens dans la conception euclidienne de la dimension. Mais le flocon de Koch s'est avéré crucial pour résoudre un problème de dimension bien précis, la longueur d'une côte terrestre. Dans les années 1940, le Britannique Lewis Richardson constate que les différentes mesures d'une même portion de côte donnent des résultats très variés. Tout dépend de votre unité de référence et de votre patience. Si vous mesurez la côte de la Grande-Bretagne sur la base d'1 mile, vous obtenez un certain nombre de miles. Si vous la mesurez en pied, la côte est plus longue. Et plus l'unité est petite, plus la longueur est élevée, parce qu'on peut toujours trouver des indentations plus petites. Mandelbrot comprend alors que les indentations toujours plus petites de la courbe de Koch sont exactement le modèle à appliquer aux côtes. Il a écrit un article dans la revue Science intitulé « Combien mesure la côte de Grande-Bretagne ?» Pour Benoît Mandelbrot, une côte a une géométrie fractale. Il sait qu'il ne peut pas en mesurer la longueur, mais il pense pouvoir en mesurer la rugosité. Pour ce faire, il faut entièrement repenser le concept de dimension qui sous-tend les mathématiques classiques. Dans la géométrie dite normale, une dimension, c'est la ligne droite. 2 dimensions, c'est la surface plane. Et 3 dimensions, c'est le cube. Mais un objet peut-il avoir une dimension intermédiaire quelque part entre la 2e et la 3e? Mandelbrot affirme que oui. C'est le cas des fractales. Et plus elles sont fragmentées, plus leur dimension fractale est élevée. Il y a des termes compliqués, comme dimension fractale ou autosimilarité. Mais cette géométrie est la base des mathématiques appliquées. Elle nous permet d'avoir un regard très précis sur l'univers qui nous entoure.
le monde vivant. Les théories novatrices de Mandelbrot doivent aussi beaucoup à son engouement pour les nouvelles technologies. L'informatique facilite la répétition à l'infini des suites de calculs nécessaires pour générer ces figures hors normes. L'ordinateur était vraiment indispensable. Sans ça, ça aurait demandé un effort colossal. Mandelbrot décide de se concentrer sur un autre objet mathématique non identifié, un problème soulevé lors de la Première Guerre mondiale par un jeune Français, Gaston Julia. Gaston Julia s'était demandé qu'est-ce qu'il se passe quand on prend une équation toute simple et qu'on la répète en boucle. C'est-à-dire, on prend une valeur, on lui applique la fonction, ça donne un résultat. On prend cette nouvelle valeur, on lui applique à nouveau la même équation, on obtient une troisième valeur. Et on réitère l'opération encore et encore. Que se passe-t-il au bout d'un très grand nombre d'itérations? La série de valeurs obtenues s'appelle un ensemble, en l'occurrence l'ensemble de Julia. Si on le calculait à la main, on ne pourrait jamais savoir à quoi il ressemble dans son intégralité. Certains ont tenté de calculer les valeurs et de les reporter sur du papier millimétré. Il aurait fallu pouvoir recommencer l'opération des millions de fois. Pour que cette nouvelle branche des maths se développe, il a fallu attendre l'invention d'ordinateurs puissants. Travaillant chez IBM, Benoît Mandelbrot peut faire ce qui était inenvisageable pour Julia. Il utilise les ordinateurs qu'il a sous la main. Il reporte alors les chiffres de son ensemble de Julia sur un graphique. J'ai d'abord tracé sans réfléchir un très grand nombre d'ensembles de Julia. Pas un dessin, mais des centaines. Grâce aux figures qu'il obtient, Mandelbrot fait une découverte révolutionnaire. En 1980, il crée sa propre équation qui englobe tous les ensembles de Julia en une seule représentation. En procédant à l'itération de sa propre équation, il obtient sa propre suite de valeurs qu'il reporte graphiquement sur ordinateur. Le résultat est une sorte de cartographie de tous les ensembles de Julia et deviendra rapidement le symbole de la géométrie fractale. Il a pour nom l'ensemble de Mandelbrot. Les motifs se coupent à certains endroits. avec des petits tortillons à l'intérieur. Des cafards noirs. Des insectes rampants. Des hippocampes. Des dragons. On dirait un peu mes cheveux. Avec ce motif mystérieux, Mandelbrot balaie les idées reçues sur les limites des mathématiques. Les œillères sont tombées et on a enfin pu distinguer des formes qui avaient toujours existé, mais qui étaient jusque-là invisibles. L'ensemble de Mandelbrot est une figure emblématique de ce que peut accomplir la géométrie fractale. C'est un peu l'équivalent du cercle pour la géométrie classique. Quand on zoome, on voit toujours le même motif. C'est l'autosimilarité. On zoome, on zoome, on zoome, et tout à coup, on a l'impression de se retrouver là où on était avant, alors que non. Mais c'est juste que la structure d'arrivée est la même que celle de départ. C'est ça, l'autosimilarité. Les motifs hypnotiques de Mandelbrot deviennent à la mode dans l'univers de la culture pop. Ça a pris comme une traînée de poudre. On se l'arrachait. C'était énorme. Un phénomène culturel d'une ampleur incroyable. À la fin des années 1970, Jane Barnes se lance dans la création de prêt-à-porter pour hommes. Quand j'ai monté ma société en 1976, je fabriquais des tissus à l'ancienne. Je dessinais les motifs sur du papier millimétré et je les tissais à la main. Mais un jour, elle découvre les fractales et comprend qu'à partir de formules toutes simples, elle peut créer des motifs compliqués. Je me suis dit, c'est génial, c'est un concept tout simple. Je peux créer des dessins avec.
Mais dans les années 80, il n'existait pas de logiciel pour créer des fractales. Jane Barnes s'offre alors les services de deux personnes calées en maths et en informatique, Bill Jones et Dana Cartwright. J'ai demandé à Bill et à Dana de me créer un logiciel sur mesure. Ils m'ont dit « Ton travail est très mathématique ». Moi, j'étais là « Ah bon ?» Pourtant, j'étais nulle en maths. Un physicien, un mathématicien et une créatrice de textile. On apprenait les uns des autres. Moi, je ne savais pas ce qu'était une chaîne et une trame. Et Jen n'est pas très douée avec les chiffres, pour le dire poliment. Tous les paramètres sont là. Il fallait trouver un moyen de communiquer, de travailler ensemble. Et ça s'est fait assez rapidement. La presse spécialisée pensait « Jane est cinglée ». On me surnommait la styliste intello, mais ce n'était pas grave parce que j'apprenais beaucoup et que c'était une immense source d'inspiration. Je crée des tissus qui seraient irréalisables à la main. Parfois, j'ai des idées en tête. Par exemple, quand un ray de lumière passe par une porte vitrée et que je vois l'effet moiré que ça crée au sol. Est-ce que j'arriverai à dessiner ça, moi? Jamais. En revanche, je peux le décrire à mon mathématicien. Il m'envoie un générateur de motifs que je n'ai plus qu'à tester. Je m'installe à mon ordinateur pour voir ce que ça donne après configuration des paramètres. Souvent, je clique et je me dis « Ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais c'est génial. » Le principe des structures fractales a également révolutionné l'univers des effets spéciaux. C'est une scène culte du troisième volet de la Guerre des Étoiles. Le combat final entre les deux héros au bout du bras mécanique géant qu'une explosion de lave va recouvrir. Au départ, je suis parti du décor modélisé en 3D et j'ai ajouté un jet qui propulse la lave dans les airs. Le résultat n'est pas terrible. On a vaguement l'effet voulu, mais visuellement, ça n'a aucun intérêt. Alors que si j'ajoute une fractale, regardez. Je reprends le jet de départ, mais je le réduis et je recommence. Et je répète l'opération en réduisant toujours plus. Ensuite, il suffit de superposer tous ces effets à la fois. J'ai utilisé la même technique pour les torrents de lave qui s'écoulent. Et pareil ici pour avoir des braises incandescentes. On incruste ensuite les différentes couches et on obtient l'image composite finale, avec l'éruption de lave au premier plan, la coulée de lave à l'arrière-plan, les braises, les étincelles, la vapeur et la fumée. Les graphistes et les artistes du monde entier accueillent à bras ouverts le potentiel visuel des fractales. Mais la plupart des mathématiciens n'ont que mépris pour l'ensemble de Mandelbrot. Le Mathematical Intelligencer, une revue spécialisée, n'arrêtait pas de publier des articles disant que Mandelbrot n'était pas mathématicien, qu'il était nul, que la géométrie fractale n'avait aucun intérêt. L'œil avait été banni de la science. Il avait été excommunié. Ses collègues, et surtout les brillants mathématiciens classiques qu'il respectait, ont dénigré ses théories. On s'habitue au monde qu'on a créé et dans lequel on vit. Et les mathématiciens étaient attachés à cet univers de lignes droites. Ils s'accrochaient à l'ancien paradigme, tandis que Mandelbrot et quelques autres étaient en train d'en créer un nouveau. Il me téléphonait tard le soir, car il était contrarié. Lui disait, c'est une branche de la géométrie au même titre que